Le burn-out des profs, est-ce que c'est une fatalité? Une sorte d'échec personnel? Ou alors, est-ce que c'est le symptôme d'un système qui craque de partout? Pour essayer de comprendre, on va partir d'une source vraiment poignante, la lettre d'une enseignante. C'est un témoignage qui nous plonge dans une réalité qu'on voit rarement et qui démarre par un aveu assez perturbant. Voilà. Je ressens l'envie profonde et perturbante d'en secouer quelques-uns. C'est une phrase terrible, non? C'est un aveu d'une brutalité qui vient d'une prof, une pensée qu'elle ose à peine se formuler à elle-même, mais qui dit toute sa détresse. Et c'est de là, de ce sentiment-là, que tout part. Alors, pour comprendre comment on en arrive à une pensée aussi extrême, il faut faire un pas. Il faut entrer dans sa classe. On va aller voir ce qu'est son quotidien, en maternelle, et les défis qu'elle affronte chaque jour. Alors, ce n'est pas un seul gros problème. Ce qui est vraiment usant, c'est l'accumulation. Imaginez la scène. Une petite de 5 ans qui veut des privilèges en permanence. Un autre de 4 ans qui fond en larmes à la moindre contrariété. Et puis, il y a ceux qui crient, qui courent partout. Un tout petit de 3 ans qui passe son temps à vider les boîtes de jouets par terre. Ce n'est pas exceptionnel, c'est constant. C'est cette succession, jour après jour, qui la met à bout. Et face à tout ça, sa première réaction, c'est quoi? C'est de se sentir coupable. Elle se dit « c'est de ma faute ». Elle pense que son impatience, ses émotions, c'est la preuve qu'elle est une mauvaise prof. Elle va même chercher des raisons dans sa propre enfance. La charge de culpabilité est juste énorme. Donc elle se sent coupable. Mais et si le problème ce n'était pas elle? Et si sa réaction en fait était tout à fait normale vu la situation? C'est là qu'on change complètement de perspective. On va poser un autre diagnostic qui change absolument tout. La question, elle est simple finalement. Est-ce que c'est vraiment de sa faute? Et la réponse, c'est non. Un non clair, net et précis. Et là, c'est le vrai tournant de cette histoire. Ce qu'elle traverse, ce n'est pas un échec personnel. Voici le nouveau diagnostic. Ce n'est pas elle qui est violente. C'est la situation qu'on lui impose qui est violente. Ce qu'elle ressent, ce n'est pas une faute. C'est juste une réaction humaine, saine, face à une pression qui est insupportable. La violence, elle n'est pas dans son désir de secouer un enfant. Elle est dans les conditions de travail qui l'amènent à avoir ce genre de pensée. Ok, mais qu'est-ce qui rend ce système si violent, concrètement? Pour le comprendre, il faut regarder les faits, les chiffres bruts. On va décortiquer son environnement de travail. Tout commence avec un premier chiffre, 30. 30 enfants. Des enfants de moins de 6 ans. Des tout petits. Avec des besoins d'attention, des besoins affectifs qui sont gigantesques. Et en face de ces 30 enfants, combien d'adultes? Un. Une seule enseignante, seule dans sa classe. Le ratio est juste impossible. C'est ça le cœur du problème. C'est ce déséquilibre fondamental qui crée la violence de la situation. Et ça a un nom. Ça s'appelle la violence institutionnelle. C'est quand l'environnement, les conditions imposées par le système lui-même, créent de la souffrance. Le problème, ce n'est ni la prof, ni les enfants. C'est le cadre de travail, le système qui les met dans une situation intenable. Donc, le point vraiment essentiel à retenir, c'est celui-là. Son épuisement, sa colère, sa culpabilité, ce ne sont pas des faiblesses, au contraire, ce sont les symptômes parfaitement logiques d'une personne saine qu'on a placée dans une situation qui, elle, est malsaine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, à ce constat un peu sombre. Parce que ce témoignage, ce cri du cœur, il va devenir le point de départ de quelque chose de très concret. On va voir comment un simple mail a pu se transformer en une véritable proposition politique. Et là, il se passe un truc assez fou. C'est une coïncidence incroyable. Juste après avoir reçu ce mail de l'enseignante, l'auteur de la source reçoit une invitation de l'Assemblée nationale. On lui demande son avis sur une nouvelle loi, le projet L'école de la confiance. Ne pouvant pas y aller, elle décide de faire une réponse écrite. Et sa réponse, elle va être entièrement construite autour de ce témoignage. Alors, sa proposition, elle est très claire, très directe. L'idée, ce n'est pas de demander encore plus aux enseignants, c'est de leur donner plus de moyens. Et la mesure phare, c'est celle-ci. Rendre obligatoire la présence à temps plein d'une ATSM, c'est-à-dire un deuxième adulte formé, dans chaque classe de maternelle. Et pourquoi c'est absolument nécessaire? Eh bien, les arguments sont limpides. D'abord, les profs sont épuisés. Ensuite, dans ces conditions, c'est juste impossible d'assurer la transmission des savoirs de base. On ne peut pas non plus installer un climat de classe serein. Et puis, ça ne sert à rien de dire qu'on va mieux former les nouveaux enseignants si c'est pour les envoyer directement au casse-pipe dans un système qui les broie en quelques années. Et cette proposition, en fait, elle va bien au-delà d'un simple ajustement technique. Elle touche au cœur du sujet.
quelle vision on a pour l'école et qu'est-ce que ça veut dire vraiment une école de la confiance. C'est tout le sens de cette phrase. On ne peut pas bâtir une école de la confiance si on ne fait pas d'abord confiance aux gens qui y travaillent. La confiance, ça ne se décrète pas, ça se construit sur des bases saines, le respect, le soutien et avant tout, des conditions de travail décentes, des conditions qui permettent aux profs de faire leur métier sans s'épuiser, tout simplement. Ce qui nous laisse avec cette question pour finir. Qu'est-ce qu'il faut, au fond, pour construire un système où tout le monde peut avoir confiance? L'histoire de cette enseignante nous montre une chose. La confiance, ce n'est pas juste un joli mot. C'est un bâtiment qui a besoin de fondations solides. Et ces fondations, c'est quoi? Des moyens, des conditions de travail dignes et une vraie reconnaissance de ce qui se passe sur le terrain. C'est peut-être ça la clé pour une école où tout le monde, élèves comme enseignants, puisse enfin s'épanouir.